Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye le deuxième modèle 100% électrique de la gamme Ford après la Mustang Mach-E, c'est le Ford Explorer. C'est un nom qui dira certainement quelque chose aux apprentis aventuriers puisque autrefois c'était un 4x4. On va pas dire pur et dur mais un vrai 4x4 quand même. Aujourd'hui plus rien à voir, c'est plus un SUV fabriqué d'ailleurs pour le marché européen. Il est construit en Allemagne. Et pourquoi? Eh bien simplement parce qu'il reprend les éléments techniques du Volkswagen ID.4. C'est la plateforme MEB qui se cache sous cette ligne, que je trouve plutôt réussie d'ailleurs, avec plus de caractère que ses cousins de chez Volkswagen. Un SUV de 4,54 m de long qui vient directement concurrencer la voiture la plus vendue dans la catégorie, et même la plus vendue au monde, c'est le Tesla Y. Et puis côté français, le Renault Scénic E-Tech. Regardez, sous cet angle, il a des lignes plutôt carrées, et moi je trouve que c'est assez réussi. Ça fait américain, et c'est ce qui compte quand on achète un Explorer. Pour faire joli entre guillemets, notre version est dotée de roues optionnelles de 20 pouces. On verra que c'est pas forcément la meilleure idée en termes de confort. L'Explorer, il est un peu plus court que son cousin germain. Donc une des conséquences, c'est que la capacité du coffre est plus faible. Cela dit, on n'est pas mauvais, 451 litres. Vous avez un double fond qui permet d'avoir un plancher plat quand on rabat la banquette arrière. L'espace arrière est assez généreux pour que deux adultes voyagent confortablement. Je dis deux parce que la place centrale est quand même beaucoup moins confortable. D'abord, on a cette bosse, on a un dossier qui est extrêmement ferme. En revanche, les deux passagers profiteront, vous voyez, d'un toit panoramique qui offre une très bonne impression d'espace à bord. Côté présentation intérieure, écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal, même mieux que, encore une fois, le cousin germain, avec quelque chose qui fait américain au bon sens du terme. On retrouve bien évidemment les éléments Volkswagen, en particulier le petit affichage, on le reverra plus en détail, mais regardez, la présentation générale est plutôt agréable. La qualité des matériaux, elle n'est pas mauvaise. Ici, on a des plastiques qui sont relativement souples. On a cette petite décoration là en tissu. Et si certains plastiques sont basiques, ça fait pas trop toc. Le combiné d'instruments, je vous l'ai dit, reprend ce qu'on a dans les Volkswagen. Il y a les informations essentielles et au moins ça fait un affichage derrière le volant qui a une forme originale comme vous le voyez. Il est pratiquement carré. Ce qui est dommage en revanche, c'est qu'on a repris les commandes tactiles qui existaient sur les modèles Volkswagen. C'est pas super pratique et surtout parfois il arrive qu'on commande une fonction qu'on n'avait pas désirée. Enfin, ici, petit levier pour les vitesses. Elles se passent comme ça. Ford a été très généreux avec un grand écran central de 14,6 pouces qui a la particularité, regardez, de bouger. On peut le remonter tout en dégageant ainsi un rangement, voilà, qui va se retrouver verrouillé sous l'écran quand la voiture est fermée. C'est à partir de cet écran qu'on commande pratiquement toutes les fonctions, comme vous voyez, bon là les sièges chauffants, la climatisation. C'est dommage qu'on n'ait pas des boutons physiques d'ailleurs. À préciser, sur notre modèle d'essai, on a une pompe à chaleur optionnelle qui est vendue 1150 €, et tant mieux puisqu'il fait froid aujourd'hui. L'écran a une bonne définition, c'est à partir de là qu'on commande pratiquement toutes les fonctions de la voiture. Je ne vais pas vous faire la démonstration. Il y a quelque chose quand même assez pratique. Vous voyez ici, on a un raccourci qui permet de désactiver les aides à la conduite indésirables. Voilà. Ah, fonction indisponible, mais bon, vous voyez, on peut désactiver tout ça. Ça, c'est pas mal. Un peu moins bien que le simple bouton chez Renault, mais pas mal quand même. Dans les choses que je juge un peu moins bien, c'est une grande tendance, une barre de son qui remplace les différents haut-parleurs. On a quand même des basses qui sont dans les portes. Le son est clair, mais ça manque un peu d'ampleur. Et puis surtout, pour commander le niveau de son, on a soit la commande au volant ici, pas très pratique, comme vous le voyez, et encore moins pratique, on a cette touche sensitive linéaire ici, sur la planche de bord. Et vous voyez, c'est pas vraiment
pour arriver à monter le son, on est obligé de s'y prendre à plusieurs fois, à remplacer d'urgence, hein. Et juste derrière cette barre pas très pratique, là, on a un rangement pour smartphone. Alors d'un côté sans chargeur et de l'autre côté avec chargeur induction. Malgré l'aspect, la sellerie n'est pas en cuir, hein, ça reste, on va dire, du plastique pour faire simple, mais une belle imitation. En tout cas, c'est confortable, c'est ce qui compte. Et puis on a tout un tas de réglages électriques pour le siège conducteur sur cette finition. Comme souvent avec les voitures électriques, je vous ai ouvert le capot pour ne pas voir grand chose, puisque en plus notre version à l'essai aujourd'hui d'Explorer est en propulsion, donc pas de moteur à l'avant. Cela dit, comme sur les modèles cousins de Volkswagen, on peut avoir une architecture à 2 moteurs avec des niveaux de puissance différents. En 2 roues motrices, donc en propulsion, on a une puissance qui peut démarrer à 170 chevaux. Ensuite, on a 204 chevaux, 286 chevaux. C'est la version qu'on essaye aujourd'hui avec la batterie grande autonomie parce qu'on a également plusieurs choix de batterie. Là, on est à 77 kWh et il y a même, comme je vous l'ai dit, une version 4 roues motrices avec 2 moteurs qui développe, elle, 340 chevaux. C'est un paradoxe que je souligne à chaque fois que je suis dans un véhicule équipé de grandes roues, c'est que c'est moins confortable à basse vitesse que lorsque le rythme augmente. Je m'explique, là on est à 50 km/h sur une route avec pas mal de raccords et on a beaucoup de remontées dans la suspension, alors que si j'accélère un tout petit peu, on n'aura plus ces trépidations qui sont liées aux jantes et finalement le compromis confort tenue de route est assez efficace. Je vous parle de tenue de route parce que j'ai déjà essayé, donc je vais vous emmener dans quelques virages et vous allez voir que la reprise telle quelle des trains roulants de Volkswagen n'était finalement pas une si mauvaise idée que ça. Si on veut rouler un peu plus dynamiquement, on peut sélectionner le mode de conduite sur sport. On a une excellente réactivité de la pédale. Vous voyez, à peine j'accélère, bon, on a 286 chevaux, donc évidemment ça réagit bien, mais le fait qu'on soit en propulsion, ça donne quand même du dynamisme à l'auto qui fait 2 tonnes, c'est pas négligeable, mais on sent pas du tout le poids, ça accélère vraiment bien. Et puis la direction qui s'est durcie en passant sur le mode sport devient extrêmement précise. Je place la voiture où je veux, elle ne prend pas de roulis. C'est vraiment un plaisir à conduire de façon un peu plus dynamique. Le secret de ce tempérament, c'est le moteur électrique synchrone à aimant permanent qui développe, ça je vous l'ai déjà dit, 286 chevaux, mais surtout 545 Nm de couple. C'est beaucoup dans la catégorie et ça permet à l'Explorer de passer de 0 à 100 en 6 secondes 2, ce qui est vraiment très bien, et d'avoir d'excellentes reprises. Je suis à 80 km/h, là je vais accélérer, regardez. On n'est pas collé au siège, mais ça pousse fort. Si vous suivez mes essais, vous savez qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur les voitures électriques du groupe Volkswagen, c'est la récupération automatique d'énergie. En fait, la voiture tient compte du trafic, elle tient compte de la cartographie pour adapter le frein moteur. Et ça, c'est vraiment très bien. Je vais vous donner un exemple. Là, on est sur une route avec quelques virages. Si j'arrive dans ce virage que je relâche l'accélérateur, je vais avoir une décélération un peu plus marquée que si j'avais pratiqué la même décélération en ligne droite. Ça simplifie la conduite, c'est sécurisant, c'est efficace. Voilà l'exemple à suivre. En ville, on va apprécier tout d'abord le diamètre de braquage réduit de cette version propulsion. C'est pas le cas quand on est en 4 roues motrices. Et puis, ça reste un véhicule électrique, donc extrêmement agréable à conduire. Mais comme vous le ressentez, alors si vous le ressentez pas, vous le voyez au niveau des mouvements de la caméra, on a quand même, à cause des roues de 20 pouces, un confort qu'on va dire ferme, surtout sur les petites irrégularités. J'ai volontairement pris cette rue avec des pavés et vous voyez, ça se coupe pas mal. Donc dommage, il faudrait se limiter à la version de base sans les roues de 20 pouces.
On est à 110 km/h avec le micro d'ambiance à bord de ce Ford Explorer. Alors ce qu'on remarque d'abord, c'est que il n'y a pas trop de vent dehors, on a quand même un léger bruit aérodynamique au niveau du toit. Et puis on a quand même des grandes roues, donc on a des bruits de roulement. Bon là le bitume est bien lisse, mais parfois c'est assez marqué, on a quand même des bruits de roulement assez présents. Donc globalement la voiture n'est pas aussi silencieuse que ce qu'on pourrait espérer d'un véhicule 100% électrique comme celui-là, qui est quand même considéré déjà comme une gamme supérieure. On vient de faire un peu plus de 50 km sur l'autoroute à 130 km/h. J'ai pris le soin quand même de prendre l'autoroute dans les deux sens pour tenir compte du vent. Et vous voyez, on a une consommation moyenne de 23,2 kWh au 100 km. On va préciser, vous le voyez, qui fait 5 degrés. Donc on a du chauffage dans la voiture. C'est plutôt une consommation assez raisonnable sur autoroute. Je suis même un peu surpris parce que je pensais la voiture pas très aérodynamique avec son look carré. C'est pas le cas. Donc on est pratiquement aussi bien que les meilleurs sur autoroute. Parlons autonomie. Ford annonce 572 km en cycle WLTP avec les roues de 20 pouces. Tiens, notons d'ailleurs qu'on fait pratiquement 30 km de plus quand on a les roues de 19. Vous voyez que ça fait une raison de plus de ne pas choisir les grandes roues. Nous, on a consommé en moyenne sur notre parcours 19,7 kWh au 100. Il faut préciser qu'il fait froid, donc on a eu du chauffage tout le temps, ce qui a forcément impacté l'autonomie. Si on en croit l'ordinateur de bord, là on pourrait faire pratiquement juste 400 km, ce qui est déjà pas mal. Je vous rappelle qu'on a fait un peu plus de 50 km d'autoroute à 130 km/h. Donc en termes d'autonomie, il est plutôt bien placé, ce Ford Explorer. En vitesse de charge sur le papier, ce Ford Explorer ne paraît pas très bien loti. Alors pas en courant alternatif. En courant alternatif, on est à 11 kW en triphasé, pratiquement comme tout le monde, mais en courant continu, sur cette version avec qu'on appelle autonomie étendue, avec la batterie de 77 kWh, on est à 135 kW. Ça peut paraître peu parce qu'on a des concurrents qui grimpent largement au-delà de 200 kW, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Certains de mes confrères ont fait un test de charge en partant de 10% jusqu'à 80%. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a une puissance de charge qui est très linéaire. Donc ça permet de recharger relativement rapidement, même si le pic de charge est moins élevé que des concurrents. Pour tout vous dire, je le trouve plutôt réussi, ce Ford Explorer 2025. Il est agréable à conduire, suffisamment puissant, il offre surtout une bonne autonomie et puis vous allez voir qu'on peut faire des économies. Je sais, ça paraît compliqué, mais notre version Pack Premium est vendue 54 400 €. Vous allez me dire, oh là, c'est cher. Oui, mais on enlève 3 600 € de Pack Premium, ce qui nous supprime le principal défaut pour moi, c'est les roues de 20 pouces. Ça, on a déjà gagné. On va conserver la pompe à chaleur, mais on va aussi baisser en tarif en enlevant pas mal d'options, le toit panoramique vitré, bref, quand on aura fait toutes ces soustractions, on arrivera à 46 900 € pour un véhicule de cette puissance avec une batterie de 77 kWh. Il est plutôt bien placé. Bon, malheureusement, il y a moins de bonus qu'auparavant, mais comme la voiture est fabriquée en Allemagne, vous avez, si vous gagnez correctement votre vie, encore 2000 € de bonus. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez même aller jusqu'à 4000 €. Mais on se demande comment on peut dépenser 50 000 € dans un véhicule quand on gagne moins de 15 000 € par an.